Voilà. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième jour de ce voyage que j'ai pensé 5 jours pour manifester une nouvelle réalité, quelque chose qui me tient à cœur en ce moment. J'espère que la première soirée d'hier déjà a été, pertinente pour vous. Pour l'enregistrement, moi j'ai que 3 personnes sur mon écran, il n'y a pas tout le monde. C'est majoritairement moi. Et je suis même pas sûre qu'on vous voit. Euh, donc oui, j'espère que hier vous avez eu des chouettes prises de conscience et que ça a fait germer des choses dans votre esprit. En tout cas, ce soir, comme je vous le disais, je vais vous inviter à vous poser des questions. Donc c'est pour ça que je vous laisserai parfois un petit temps de réflexion. Ça va être voilà, moins de théorie et de partage d'enseignements comme je l'ai fait hier. Donc je vais à nouveau, comme hier, partager mon écran pour que vous puissiez voir mon support. Voilà. Tout le monde le voit? Super. Ok. Donc ce deuxième jour, c'est voilà, observer avec humilité et intégrité nos modes de fonctionnement. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité mettre cette étape en deuxième partie? Parce que pour pouvoir manifester une nouvelle réalité, euh, on peut pas vouloir créer quelque chose de nouveau tant qu'on n'a pas conscience de l'ancien. Euh, donc là, je vous ai remis juste le programme des 5 jours pour que vous voyez où on en est dans notre parcours. Demain, on ira voir les lois universelles. C'est un sujet aussi qui est très intéressant. Mais ce soir, on est sur ce sujet-là. Et donc, comme je le disais, on ne peut pas manifester une nouvelle réalité sans connaître et déconstruire l'ancienne. Et ça, c'est une phrase que je dis beaucoup, très souvent, surtout dans mes formations autour de la manifestation et aux personnes que j'accompagne et que je coach. Quand quelqu'un me dit oui, mais en ce moment, il y a tout qui est en train de s'effondrer dans ma vie, je me reconnais plus, et puis il y a trop de choses qui changent, mes relations, il y a tout qui bouge, tout est en train de se casser la figure. Et moi, je leur dis, oui, mais tu peux pas vouloir créer quelque chose de nouveau si tu acceptes pas que l'ancien s'effondre. C'est comme si on avait un vase avec de l'eau, on peut pas espérer mettre une eau pure et neuve si le vase est déjà rempli. Il faut qu'il y ait de la place. Donc, l'idée, c'est ça, c'est déjà de connaître sa réalité, donc de se connaître, soi, comment on fonctionne, pour ensuite pouvoir déconstruire. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut observer. Je vous ai fait une sélection assez synthétique parce que forcément en 1 heure et demie on ne peut pas tout aborder. Mais les choses qu'on peut regarder pour justement mieux se connaître et faire ces changements, ces transformations, déjà c'est nos ombres. Nos ombres, elles nous donnent des indications sur cette partie de nous qu'on refuse de voir et qu'on tente de camoufler. Et elles contiennent pourtant la clé de notre évolution. Donc, bon, je vais détailler un petit peu après. Mais nos ombres, c'est vraiment tout ce qu'on n'a pas trop envie de montrer à l'extérieur. C'est toutes nos réactions un peu moches. Et c'est la part de nous qu'on n'a pas trop envie d'afficher. Je vais mettre là, hop, le chat en dessous pour pouvoir vous voir. Normalement, c'est bon. Voilà, j'ai mis le chat aussi à côté de ma fenêtre, comme ça, si jamais vous avez des questions, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez rebondir. On peut aussi regarder nos croyances. Nos croyances, parce que c'est elles qui façonnent la réalité telle qu'on l'imagine. Et c'est aussi elles qui ont le pouvoir de transformer notre vie. En fait, il faut comprendre que presque tout ce qu'on expérimente dans notre réalité,
ça vient de nos croyances. C'est les lunettes qu'on porte sur les yeux, en fait. Donc, si on a la croyance que la vie est extraordinaire, elle le sera. Et si on a la croyance que la vie, elle est difficile, elle le sera. Quelque chose aussi qu'on peut regarder, dont je vais vous parler, c'est notre psyché, donc notre psychologie et nos réactions. Donc c'est toutes nos émotions et nos blessures qui nous font réagir à ce qu'on expérimente au quotidien. Et quand on comprend pourquoi on réagit de cette façon, alors on peut changer. Mais tant qu'on n'a pas la conscience de tiens, quand on me dit ça, ça va venir toucher cette blessure et je vais réagir de cette façon, j'ai pas la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, donc du coup, je suis pas capable de changer et de transformer ça. Et la quatrième chose que je vais vous inviter à regarder aussi ce soir, bah, c'est votre quotidien. C'est important en fait de regarder la réalité en face dans tous les domaines de notre vie et de nous demander si ce qu'on vit actuellement c'est aligné avec ce qu'on a envie de vivre. De vraiment faire un espèce de bilan, un état des lieux pour arriver à vraiment se rendre compte si ce qu'on est en train d'expérimenter est très éloigné de la réalité qu'on a envie de manifester. Donc ça, c'est un petit peu notre programme pour ce soir. En premier, l'idée, c'est d'observer nos ombres. Ça, c'est un travail que j'adore. On appelle ça aussi le shadow work. C'est un terme américain qui a été très repris en ce moment dans les coachings et tous les travaux spirituels. Mm. Et cette ombre du soi, c'est un concept qui a été initialement établi par Carl Gustav Jung, qui est un célèbre psychanalyste. Je pense que la plupart le connaissent. Et en fait, ces ombres, elles sont composées de toutes les parts de nous qu'on rejette et qu'on veut pas voir. Mais on a la capacité de les détecter, même si c'est très difficile de voir sa propre ombre. C'est très facile de voir les ombres chez les autres. Par exemple, de se dire « Ah, mais elle, t'as vu, elle est complètement dans l'avidité ou dans l'égocentrisme. Et lui, il est complètement dans le déni. » Enfin voilà, tout ça, c'est facile de le voir chez les autres, mais chez nous, c'est plus difficile. Mais en même temps, on peut quand même les détecter à travers différentes choses, à travers beaucoup de choses, mais néanmoins, nos schémas répétitifs, donc les choses qui ont tendance à se répéter dans notre vie. Par exemple, on va toujours tomber sur le même type de partenaire. On va tout le temps avoir les mêmes expériences dans notre domaine professionnel. On va tout le temps être confronté à tel type d'accident. Ça, c'est des schémas répétitifs qui nous montrent quand même qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'a pas été résolu. En fait, tant qu'on n'a pas compris et transformé ce qui doit être transformé, la vie, elle continue de nous envoyer des expériences tant qu'on n'a pas compris. Donc c'est pour ça que malheureusement, ça sert à rien de faire l'autruche. On peut aussi les voir à travers nos conflits, justement, quand on est en conflit avec quelqu'un, que ce soit notre partenaire amoureux, que ce soit dans notre famille, avec nos amis, s'il y a des conflits, euh, où on voit qu'il y a souvent un schéma aussi qui se répète, où on va tout le temps s'écraser, ou alors on va tout le temps avoir besoin d'avoir raison, ou alors on va tout le temps culpabiliser, ou alors on va tout le temps se faire rejeter du jour au lendemain, c'est qu'il y a quelque chose aussi à aller voir. Parce que ça nous montre aussi ces parts d'ombre qui sont pas vues. On peut voir du coup dans les frictions aussi dans nos relations au quotidien, ça c'est j'appelle pas ça des conflits parce que c'est des petites choses plus minimes, des petits accrochages, mais ça aussi ça nous montre. Et puis tous les sujets sensibles, ça c'est une matière extraordinaire pour voir aussi quelles sont nos ombres et nos blessures, parce que en fait une ombre ça vient d'un espace blessé. Mais voilà, s'il y a des sujets sensibles qu'il ne faut pas aborder, moi par exemple, je sais que j'ai très longtemps été complexée par mon physique, donc il ne faut pas trop me parler de mon corps, des histoires de poids, etc. Parce que il y a encore quelque chose à l'intérieur de moi qui est sensible, donc ça va dépendre après avec qui j'en parle, quel regard j'ai et dans quel espace émotionnel je suis à ce moment-là. Mais on a tous des sujets sensibles sur lesquels c'est pas toujours facile de bah, d'entrer en interaction.
Donc du coup, nos ombres, elles sont projetées dans le monde extérieur et révélées grâce ou à cause de ce qui nous entoure. Moi, je dirais plutôt grâce parce que je trouve que c'est intéressant ce travail de pouvoir détecter les ombres. Après, les personnes qui aiment pas trop ça, qui aiment pas trop qu'on mette leurs ombres en lumière, elles vont plutôt dire que c'est à cause de ce qui nous entoure. Donc, comme je vous disais, c'est facile de voir les ombres des autres, mais beaucoup plus difficile les nôtres. Et en même temps, ce qui est pas facile, c'est que nos ombres, si elles sont pas intégrées, donc c'est-à-dire si elles sont pas vues, accueillies et pleinement acceptées, elles contrôlent notre vie. C'est un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde, vous voyez le personnage aux deux visages. Ou bien La Belle et la Bête, ou bien toutes les histoires, voilà, les hommes qui se transforment en loup-garou, enfin toutes ces légendes où il y a une double personnalité. Tant qu'on n'a pas accepté et accueilli en fait cette part de nous, elle va ressortir encore plus et de façon encore plus violente, encore plus féroce, encore plus incontrôlable parce que il y a quelque chose à l'intérieur qui est pas accueilli et qui est pas vu parce que en fait cette ombre, j'en parlerai pas ce soir parce que j'ai pas le temps d'aborder ça, j'en parle dans ma formation, mais cette ombre elle provient de notre enfant blessé en fait. C'est une part de nous qui a pas été accueillie, qui a pas été entendue et du coup, ça devient le terrain de jeu favori de notre ego parce que notre ego, il adore s'emparer des espaces de lutte, des espaces de conflit, parce que ça lui donne un peu du grain à moudre. L'ego, lui, son seul but, c'est de préserver sa survie et c'est d'arriver à s'identifier et de se mettre des étiquettes pour s'assurer une forme de sécurité. Donc, du coup, tout ça, forcément, c'est son terrain de jeu favori parce qu'il va adorer se dire, ah là là, oui, bon, bah, cette personne, elle est comme ça, moi, je suis comme ça. Donc, le monde, il fonctionne de telle façon et hop, il va mettre des étiquettes. Mais en tout cas, tout ça, ça vient de nos parts blessées. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai énormément d'amour pour ces espaces, pour les ombres, parce que c'est juste des parts de nous qui n'ont pas été vues et accueillies. C'est comme des petits enfants qui sont tombés, qui se sont fait mal et à qui on dit, écoute, va jouer, c'est pas le moment, alors qu'en fait, il faudrait juste leur faire un câlin et ça irait mieux. Voilà, en tout cas pour ça. Euh, donc du coup, voilà, comment elles se créent nos ombres. Bon, vous verrez, parfois j'anticipe un peu parce que je prépare pas tout ce que je dis. Euh, Toutes les parts de nous, donc c'est toutes les parts de nous qui méritent pas notre acceptation et qui sont rejetées dans nos ombres. Donc c'est un petit peu ce que je viens de vous partager. Notre ego, il veut être aimé et en sécurité, ça c'est la base de l'ego. Donc il va tout faire, il va faire tout ce qu'il peut pour dénigrer tout ce qui lui permet pas ça. Donc vraiment, il va rejeter en bloc voilà, tout ce qui lui permet pas d'être aimé, d'être quelqu'un d'aimable, de s'assurer sa sécurité. Il va pas vouloir voir, il va mettre comme des masques, mettre sous le tapis, ça lui plaît pas. Et ce qui est pas facile, c'est que quand on est enfant, et ça provient de notre éducation, et nos parents font comme ils peuvent, et le système éducatif aussi. Mais lorsque nous sommes enfants, on est aimé en fait pour certaines qualités et on est rejeté pour d'autres. Par exemple, euh, bah écoute, si t'es gentil, t'auras ton goûter, t'auras un bon point. Si tu fais des câlins à ton frère, si tu vas faire ta sieste, si t'es gentil, si t'es calme, si t'es aimable. Par contre, si tu fais des grimaces, euh, que tu veux pas manger ou que tu n'as pas rangé ta chambre, t'es un vilain petit garçon, t'es une vilaine petite fille. Donc du coup, on va se créer une personnalité d'acceptation et en fait, on va perdre notre spontanéité et vous allez voir, c'est ce qui se passe dans une des névroses avec le type rigide. Euh, c'est ce qui se passe en fait quand on grandit et qu'on nous dit voilà, maintenant il faut que tu sois comme ça pour être accepté et aimé, que ce soit de nous, tes parents, de tes amis, de la société. Et donc en fait, on perd notre spontanéité et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes euh, qui savent plus qui ils sont. Même moi, je sais que j'ai encore traversé là une espèce de, on appelle ça dans le milieu spirituel, la Dark Night of the Soul, la nuit noire de l'âme
Il y a vraiment une période où je me suis demandé, mais en fait, je sais pas qui je suis. Je sais pas profondément qui je suis parce que j'avais l'impression que, effectivement, j'avais créé toute cette personnalité pour arriver à être acceptée, pour arriver à être aimée de l'extérieur, comme on fait tous. Et quand on enlève tout ça, eh ben, on se retrouve dans un espace qui est pas forcément confortable. Et c'est vraiment pas évident. Donc du coup, l'ego, ça devient notre seul gardien. C'est un peu lui qui décide, ok, ça passe, ça passe pas. C'est un peu comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Pardonnez-moi mes références nulles, mais moi j'aime beaucoup. Et ça devient le gardien du royaume de nos ombres. Donc c'est lui en fait qui décide quelle ombre on va accepter de voir, on va accepter de montrer ou pas. Et ça peut rendre le travail vraiment difficile parce qu'il y a vraiment cette part de nous qui fait filtre. Je ne sais pas si ça fait sens, si ça résonne pour vous, mais c'est quelque chose d'assez prenant. Du coup, comment se manifestent les ombres de façon assez large, encore une fois? Donc, toutes ces ombres, elles sont dans notre inconscient. Il faut savoir qu'on vit au quotidien et on crée notre réalité avec à 95% de façon inconsciente. Donc, c'est quand même un gros morceau qui régit notre existence dont on n'a pas conscience. D'où le travail d'aller observer un peu ce qui se passe là-dedans. Donc ces ombres, elles sont dans notre inconscient. C'est pas évident de les voir clairement, hein, parce que toute cette partie inconsciente, elle, euh, elle est vraiment dissimulée, cachée à l'intérieur de nous. Et elles sont toujours projetées à l'extérieur. C'est-à-dire que on peut pas les dissimuler, même si l'ego il croit qu'il cache le truc. L'énergie, elle est tout le temps en mouvement. Ah super, je suis ravie que ça vous parle. Euh, et donc, en fait, même si on a l'impression qu'on montre pas nos ombres, et que l'ego il se dit oui, moi je maîtrise tout bien mon truc, personne va voir mes ombres, l'énergie elle est constamment en mouvement, donc en fait c'est faux. Et si par exemple, je parle de moi, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour vous donner des exemples. Euh, Moi, il y a une de mes ombres qui est que j'aime pas montrer euh, que je maîtrise pas quelque chose, par exemple. J'aime pas montrer que j'arrive pas à faire quelque chose, donc j'ai tendance à aller que dans des domaines où je suis dans ma zone de confort. Euh, et ça, je pense que ça se voit pas. Enfin, il y avait une part de moi où je me disais non, mais ça, les gens le voient pas, c'est bien planqué. On voit pas mon côté bonne petite élève, etc. Et en fait, c'est complètement faux. Il y a plein de mes enseignants spirituels et de mes maîtres qui l'ont détecté tout de suite chez moi. Et en fait, ça se voit de l'extérieur. Même si moi, j'ai la croyance que c'est planqué, en fait, pas du tout. Vérifiez que tous vos micros sont bien muets. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit bruit de fond. Euh, donc du coup, elle se manifeste souvent à travers nos jugements, nos jalousies, nos croyances limitantes, la victime et le bourreau en nous, et tout ce qui va nous titiller. Donc quand je vais avoir un jugement sur quelqu'un, oh t'as vu comment elle est, elle, et lui, oh là là, t'as vu, nanana, nanana, c'est comme ils appellent ça les Américains, the bitch, à l'intérieur de nous. Quand on est jaloux aussi de quelque chose, de quelqu'un, ça vient parler d'une part d'ombre qui est à l'intérieur de nous. Nos croyances limitantes, ça c'est par exemple, non mais de toute façon, moi je suis pas capable de gagner ma vie en étant à mon compte, c'est pas possible, ça existe pas. Ça aussi c'est une de nos ombres, c'est notre ombre qui pense qu'elle est jamais à la hauteur et du coup ça peut être une ombre d'auto-sabotage. Et puis la victime et le bourreau, c'est pareil, hein, c'est cette part de nous qui est blessée à l'intérieur, qui va soit vouloir sauver l'extérieur pour essayer de récupérer une forme d'amour, soit qui va se victimiser pour essayer d'être sauvé, soit qui va faire le bourreau pour venir compenser un manque, encore une fois, et tout ce qui va nous irriter. Donc ça, clairement, si vous voyez tout ça au quotidien dans votre vie, bah vous avez la capacité de regarder vos ombres et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et souvent, quand il y a une ombre qui se manifeste, mais bien de façon impulsive, sans qu'on l'ait vu venir,
on va se dire non mais c'est moi qui réagis comme ça. C'est tellement viscéral, c'est tellement logé dans notre corps émotionnel et parfois très profond, ça peut même être en lien avec des traumas, avec plein de choses, que même quand on en a conscience, même moi qui ai conscience de plein de mes ombres, par exemple, moi, je suis quelqu'un d'assez jaloux, voilà, je suis scorpionne, hein. Donc j'ai quand même ce truc, et encore, j'ai dû apprendre à travailler dessus, parce que j'ai un chéri qui est prof de yoga, donc il est entouré quand même de pas mal de demoiselles. Euh, mais je vois que parfois, je sais que j'ai cette ombre-là, et pourtant, ça n'empêche pas que quand il interagit avec trop de femmes, j'ai un truc à l'intérieur de moi qui va un peu bouder, ou qui va lui dire oui, c'est qui va un petit peu poser des questions, alors que j'ai conscience de ça. C'est ça qui est terrible. C'est que même quand on a conscience de nos ombres, c'est tellement plus fort que nous qu'il y a quelque chose vraiment qui sort comme ça. Donc comment est-ce que ça se transforme? Mais c'est vraiment un travail de conscience de tous les jours, en fait, de voir déjà nos ombres, d'accepter, de se dire, ok, il y a une part de moi qui a peur, il y a une part de moi qui a peur que tu me quittes, il y a une part de moi de pas être à la hauteur, il y a une part de moi qui se compare, il y a une part de moi qui est en manque d'amour peut-être pour moi, en fait, d'avoir une forme d'humilité, de voir ça, déjà, ça fait 50% du job. Et une fois qu'on a vu, c'est là où la responsabilité, elle entre en jeu. Maintenant que j'ai vu, je peux plus ne plus voir. Dans le sens où, quand j'ai ouvert les yeux, je peux plus faire comme ça. Je sais. Euh, donc, c'est quand l'émotion, elle monte et quand je vois qu'il va y avoir ça qui va se manifester, qu'il y a une ombre qui a envie de sortir, je vais voir ça à l'intérieur avec l'œil de l'observateur, la conscience qui regarde. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai fait méditer, c'est juste prendre 5 minutes pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Et juste se dire, ok, là je sens qu'il y a une ombre qui a envie de sortir, que j'ai envie de dire quelque chose, mais et dans ces moments-là, ce qu'il y a de plus beau à faire, c'est de prendre un temps de recul. Donc moi, parfois, je ferme les yeux, ou je vais m'isoler, ou je vais méditer, ou peu importe, si on peut. Et en fait, on va accueillir cette part-là de nous, on va la prendre dans nos bras, on va lui faire un gros câlin, on va lui dire, c'est bon, je t'ai vu, t'inquiète pas, tout va bien, tu es en sécurité, tu n'es pas en danger, tu es toujours aimé. Et il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'apaise. Mais ça demande de la répétition, ça demande du temps, et il y a certaines blessures qui sont plus difficiles à dépasser que d'autres. Et tout ce qu'on rejette de toute façon à l'intérieur de nous, on le projette sur l'extérieur. Donc il y a un moment donné où on est obligé de faire le travail, parce que comme ce que je vous disais au début, si on ne va pas guérir ces parts-là de nous, elles vont continuer de se manifester dans notre vie. Donc il y a un moment donné où notre responsabilité, elle devient impérative, dans le sens où on ne peut pas blâmer l'univers et la vie, l'extérieur, le monde, les gens, pour tout ce qui nous arrive, parce que tout part de nous. Et ça aussi, c'est un gros travail à faire, qu'on fait ensemble. Donc du coup, pour repérer un peu vos ombres, je vous invite à prendre un petit temps de réflexion. Là, je vais juste vous laisser 5 minutes pour voir ce qui émerge naturellement chez vous. La première question à vous poser intuitivement, ce serait qu'est-ce qui m'énerve profondément chez les autres en termes de comportement? Vous pouvez déjà noter ce qui vous vient là, comme ça. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je jalouse chez les autres? Pareil, sans trop réfléchir, observez ce qui vient. Oui, Alex, la guérison, elle se fait effectivement couche par couche. On ne peut pas traiter tous les dossiers en même temps. Pas possible. C'est pour ça, en général, on commence par le plus facile et puis on va au plus difficile. Et puis ça dure une vie de toute façon. La troisième question que vous pouvez vous poser, c'est quelles sont les parts de moi que je n'aime pas montrer? Pareil.
Observez ce qui vous vient naturellement, sans trop réfléchir. Et ça, c'est un travail à faire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour envers soi-même. C'est pas la peine de se juger. On peut constater tout ça avec beaucoup d'humour. Moi, j'ai beaucoup d'humour envers mes ombres. La quatrième question que vous pouvez vous poser, c'est quels sont les schémas qui se répètent sans cesse dans ma vie et dans mes relations? Ça, c'est un très très bel espace aussi de prise de conscience pour voir ce qui se joue. Et puis la dernière question que vous pouvez aussi vous poser, c'est quelles sont les difficultés majeures auxquelles je fais face en ce moment? Pareil, ça peut vous donner des indications. Est-ce que sur ces ombres, c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous aiguille de vous poser ces questions-là? Est-ce que vous arrivez à détecter des choses chez vous? Parce que l'idée, c'est que ça vous serve. Même si là, c'est vraiment, voilà, c'est une ébauche de travail que moi je fais sur plusieurs séances quand j'accompagne ou quand je fais mes formations. Mais là, super. Hmm. Pour répondre à ta question, Mégane, l'introspection, oui, c'est OK. Ensuite, l'étape d'après, l'analyse et la libération. Alors, déjà, il n'y a pas forcément d'analyse, c'est surtout d'accueillir et de ressentir ce qui se passe. C'est quand on accueille à bras ouverts ce qui se passe, quand on reconnaît, qu'on accepte que déjà il y a la moitié du travail qui est fait. Et ensuite, c'est un travail de tous les jours de voir ces ombres-là, de les accepter, de les accueillir et d'initier un mouvement différent. En fait, ça implique de prendre sa responsabilité, de se dire, ok, je vois que j'ai cette ombre-là, mais à partir de maintenant, je ne vais pas les laisser aux commandes de mon existence. Je la vois, je la reconnais. Euh, et je décide d'œuvrer différemment. Après, il y a tout un travail avec l'enfant intérieur. Tout ça, c'est ce que je fais dans ma formation. Je ne peux pas tout faire en 1 heure et demie, mais en tout cas, ça, c'est les premières étapes. Est-ce que ces ombres peuvent venir du transgénérationnel? Oui, bien sûr. On récupère tout de notre transgénérationnel et de notre karma aussi, des vies passées. Tout ça se répète, tout est en lien. C'est en lien avec et comment c'est construit enfant et en lien avec tout ça. Tout ce qu'on voit chez les autres ou ce qu'on leur reproche, on l'a en miroir à un niveau différent ou pas nécessairement, oui. Tout ce qui nous dérange chez l'autre, c'est qu'il y a un espace qui n'est pas en paix à l'intérieur de nous. Sinon, on serait en paix. Donc s'il y a quelque chose qui nous titille chez quelqu'un, c'est forcément qu'on a quelque chose en miroir. C'est soit une part de nous qu'on voit chez l'autre qu'on ne veut pas accepter chez nous, soit c'est une part de nous qu'on n'arrive pas à manifester. Par exemple, je vois quelqu'un qui a un comportement, ça va m'irriter. En fait, je vais lui reprocher quelque chose alors qu'en fait, je suis un peu pareil, mais je veux pas trop le voir. Ou à l'inverse, euh, elle incarne un rayonnement où elle ose faire des choses que moi j'ose pas, et donc du coup, là c'est l'inverse. Je vais avoir introjecté, en fait, on appelle ça en psychanalyse, une partie de moi que j'adorerais pouvoir exprimer, mais que j'arrive pas à exprimer. Et donc du coup, à nouveau, il y a un miroir en fait. Donc c'est l'un ou l'autre, mais si c'est pas un espace de paix, c'est qu'il y a forcément quelque chose à voir. Il peut y avoir Ah ok, bon, je pense que ça vous a éclairé, super. Alors j'avance parce qu'il y a encore pas mal de choses que je veux vous montrer. Donc après, il y a tout un travail sur les croyances. Bon, les croyances, c'est un gros dossier. Moi, j'ai dédié 2 modules entiers dans ma formation pour les croyances parce que c'est juste un travail énorme.
Il y a tout un module sur comment on les détecte et tout un module sur comment on les transforme. Il y a du lourd quand même. Mais en tout cas, vous pouvez quand même observer vos croyances parce que c'est aussi ça qui met en lumière comment vous fonctionnez. Donc une croyance, c'est un ensemble de pensées et de sentiments assemblés ensemble pour créer un paradigme dans l'esprit inconscient, pour expliquer l'existence de quelque chose comme si c'était une vérité établie. Bon, c'est assez conceptuel, mais en gros, c'est je crois que ça c'est vrai parce que ça existe, et donc du coup j'ai besoin de mettre une vérité sur le fait que ça existe, et donc ça devient une croyance. Et le cercle vicieux, c'est que la vie va toujours me prouver que ma croyance est vraie. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas transformer une croyance en se basant sur l'extérieur, il faut que ça vienne de l'intérieur. Et du coup, les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? Une croyance limitante, c'est une croyance qui n'est pas alignée avec ce que notre être divin, notre être supérieur, désire manifester le plus. Donc du coup, ça nous limite dans notre expansion. C'est un mensonge que nous nous sommes répétés encore et encore jusqu'à ce que ça devienne notre réalité. Exemple, je prends vraiment des stéréotypes qui me viennent. Les hommes sont tous, sont tous pas fiables. Ça, c'est des choses que j'entends beaucoup dans le milieu féminin. De toute façon, les hommes sont pas fiables, les hommes, c'est des menteurs, etc. Bon, c'est sûr que si moi j'ai grandi avec cette croyance parce que je l'ai récupérée de ma famille, de mon transgénérationnel, que ça s'est confirmé avec mes parents, que ça s'est confirmé en voyant ça dans mes amitiés proches, et qu'ensuite ça s'est confirmé dans mes relations avec les hommes, c'est sûr que ça, c'est devenu ma réalité. Parce qu'en fait, j'ai jamais rien expérimenté d'autre de différent. Et c'est là où on s'enferme dans un cercle vicieux. Et c'est une explication rationnelle face aux aspects négatifs qui se manifestent dans notre vie. C'est-à-dire que notre ego, il a besoin de trouver des justifications, il a besoin de justifier pourquoi quelque chose arrive. Et donc il va se dire, ok, vu que je suis tout le temps en train de me faire quitter ou que les hommes me trompent à chaque fois, eh bien, les hommes ne sont pas fiables. Ou les hommes ont une nature trompeuse de base. En fait, je vais intégrer cette croyance dans mon système pour que ça vienne expliquer ce qui se passe de négatif dans ma vie à l'extérieur. Et donc forcément, ça va venir se confirmer parce que la vie me prouve toujours que mes croyances sont vraies. C'est pour ça que c'est un peu le piège. Du coup, nos croyances, elles ont un pouvoir qui est hyper important parce qu'elles déterminent la perception du monde autour de nous. C'est les lunettes qu'on porte. Elles sont en charge de ce que notre système nerveux capte de l'extérieur. Et donc, c'est elles qui vont supprimer, transformer ou généraliser ce qui est perçu. Supprimer dans le sens, ça c'est une forme de déni. Par exemple, moi je ne prends pas du tout en compte le fait que, typiquement, moi j'ai vécu 11 ans à Paris, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais je pense que mon système nerveux, et donc avec mes croyances, ils avaient la capacité de supprimer l'espèce de stress ambiant constant dans lequel je vivais parce que, en fait, ça venait soutenir mon système de croyance du fait que j'étais bien à Paris et que j'avais besoin d'être à Paris pour mon travail. On arrive vraiment à se persuader, en fait, des choses avec nos croyances et ça devient vraiment notre réalité. Et nos croyances, c'est hyper important parce qu'en fait, ça va affecter toutes les décisions qu'on prend. C'est-à-dire, encore une fois, je vais m'engager dans cette relation, oui, parce que j'ai la croyance que une relation, ça se passera toujours bien. Ou alors, je vais pas m'engager dans une relation parce que moi, j'ai la croyance que si je m'engage dans une relation, je perds ma liberté. Donc, toutes nos croyances, elles sont à la racine de toutes les décisions qu'on prend. Il n'y a jamais des décisions qu'on prend de façon aléatoire comme ça. Bien sûr, après, il y a l'intuition qui rentre en jeu et tout ça, mais là, on parle vraiment de l'esprit rationnel. Elle détermine comment on se sent aussi. Ça a un impact. Par exemple, si j'ai la croyance que quand je suis... moi, par exemple, à nouveau, un exemple très concret.
Je déteste être dans un environnement où j'ai froid. Donc à partir du moment où il fait froid, j'ai la croyance que j'ai froid, que je suis contractée, que j'arrive pas à me détendre, que mon corps est pas capable de générer assez de chaleur pour que je me sente bien. Et du coup, ça va générer un sentiment d'inconfort, de stress, de presque de colère. Enfin, ça va créer toutes ces émotions à l'intérieur de moi parce que ça vient de cette croyance que s'il fait froid, je me sens pas bien. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a un impact. C'est pas juste ah bah parce que moi aussi ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété et ça m'énerve quand mon chéri me dit oui mais ça c'est tes croyances. Je lui disais oui mais moi j'ai un système qui fait que j'ai besoin de chaleur. J'ai besoin d'avoir chaud et moi j'ai plus de difficultés que toi à avoir chaud et à me réchauffer. Il me dit non mais c'est ton système de croyances et en fait c'est vrai. Euh, donc nos croyances elles déterminent aussi j'ai Isis qui chante en arrière-fond. Les croyances, elles déterminent aussi les fondations de notre santé psychique, à nouveau, parce que si j'ai la croyance que le monde est dangereux, je vais me sentir tout le temps apeurée, en stress, angoissée, alors que si j'ai la croyance que le monde est paisible et que je peux lui faire confiance, eh bien, je me sentirai en paix. Donc ça aussi, ça influe sur notre santé psychique. Et puis elles sont aux commandes de tout ce qu'on manifeste. Ça, c'est vraiment la base et c'est pour ça que j'en parle autant dans Manifestation Sacrée parce que on peut pas manifester une vie qui est alignée avec nos aspirations si on va pas voir et transformer nos croyances parce qu'elles sont à la racine de tout ce qu'on crée dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'on conserve nos croyances limitantes du coup? Ça, c'est une bonne question. Bien, c'est encore à cause de notre ego, parce qu'elles sont garantes, selon notre ego, de notre protection. Si je conserve cette croyance, je sais ce que je fais, je sais où je suis en terre inconnue. Par exemple, moi, pourquoi est-ce que je conserverais la croyance que quand il fait froid, je me sens pas bien? Bah, parce que ça va m'assurer d'avoir des réflexes, de me réchauffer, de faire ce qu'il faut, etc., etc. Donc, forcément, forcément que si je conserve cette croyance, il va se passer quelque chose pour moi. On pense qu'on en retire un bénéfice de façon inconsciente. Ça, c'est certain. Si je conserve la croyance que bah, les hommes ne sont pas fiables, le bénéfice, c'est que je vais pas m'engager comme ça, je vais pas souffrir. Je vais pas trop donner ma confiance aux autres, comme ça je souffre pas non plus. Je vais m'assurer de toujours contrôler mon environnement. En fait, il y a des bénéfices cachés à toutes les croyances que je choisis de conserver. Et en fait, on les répète en nous depuis tellement longtemps qu'on se rend même plus compte qu'elles font partie de notre système de croyances. Alors du coup, comment on fait pour les repérer, ces croyances? Bah, vous pouvez vous poser des questions, c'est-à-dire déjà, euh, vous pouvez écrire la phrase pour moi où je crois que l'argent, c'est tac tac tac. Et vous complétez la phrase. Je crois profondément que l'argent, trois petits points. Et là, vous voyez ce qui émerge. Ça peut être je crois profondément que l'argent, ça rend les gens malheureux. Je crois que l'argent, ça brise les foyers. Je crois que l'argent, ça fait le bonheur. Je crois que l'argent, il peut y avoir plein de croyances. Je crois que les relations amoureuses, hum, hum, hum. Je crois que les relations amoureuses sont primordiales pour être heureux. Je crois que les relations amoureuses sont une entrave à ma liberté. Je crois que le travail, trois petits points, la santé, le bien-être. Je crois mériter dans la vie, trois petits points. Ou je crois que je peux réaliser, je crois que j'ai la capacité de réaliser. Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser.
Je voulais juste 1 minute pour réfléchir à ça. Comme ça va me permettre juste de jeter un œil sur les petits chats. Prenez le temps de réfléchir et de voir ce qui vient au niveau de vos phrases. Et après, vous pouvez voir comment se manifestent vos croyances, en fait, avec des indices aussi, en repérant un peu votre vie et comment vous fonctionnez. Hmm. Donc, vous pouvez voir dans vos interactions quotidiennes, comment se passe votre vie et vos relations avec les autres. Donc, dans vos relations, dans ce qui vous active émotionnellement aussi, dans ce qui vous angoisse, dans comment votre rapport avec le travail, votre rapport à l'amour, votre rapport à la sexualité, la gestion de votre argent et de votre compte en banque. Tout ça, ça vous donne des indices en fait sur la façon dont vous fonctionnez qui sont intéressants. Donc voilà, là je vous ai mis aussi des exemples de phrases que vous pouvez compléter pour observer un peu votre système de croyances. Réaliser de grandes choses, ce n'est pas possible pour moi parce que. Vous pouvez compléter la phrase. Je ne mérite pas le bonheur parce que. Si jamais ça résonne pour vous, hein. Pas toutes les phrases forcément qui vont résonner, mais. Je ne peux pas affronter ma peur de parce que. Faire confiance en la vie n'est pas possible parce que. Et vraiment de faire ça sans trop réfléchir, vraiment en laissant les phrases venir. Moi, je sais que j'ai identifié des croyances que j'avais pas du tout soupçonnées. Notamment faire confiance en la vie n'est pas possible parce que moi j'ai découvert que j'avais peur d'être trahie, euh, que si je maîtrisais pas tout constamment, les choses pouvaient venir à disparaître et que j'allais me retrouver toute seule. Et là, ça m'a permis de faire le lien avec des mémoires que j'avais de vie passée, des liens avec mon enfance. Mais il faut d'abord en fait détecter ces croyances-là. Donc ça, c'est super pour arriver à comprendre. Faire confiance aux autres est compliqué parce que. Donc vous pouvez vous créer en fait toutes ces phrases-là pour arriver à identifier vos croyances et sentir ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, comment on les transforme ces croyances? Donc comme ce que je vous ai dit, ça fait partie d'un long processus. C'est un module entier dans ma formation. Mais je voulais vous donner un premier outil utile quand même pour pas vous laisser sur le carreau. C'est cet outil de bénéfice-conséquence. Vous pouvez choisir une croyance que vous avez identifiée et vous scindez votre feuille en deux par exemple et dans une première colonne vous notez tous les bénéfices à conserver cette croyance. Parce que voilà, ça me rassure, parce que comme ça je sais ce que je fais et blablabla, et blablabla. Vous notez tout. Et ensuite dans la colonne de droite vous notez quelles sont toutes les conséquences si je conserve cette croyance. Et là pareil, vous notez toutes les conséquences qu'il peut y avoir si vous conservez cette croyance. Vous faites ça, une fois que vous avez terminé, vous regardez ce qui est écrit sur votre feuille et là, souvent, il va y avoir une prise de conscience. Parce que si les conséquences, elles sont plus lourdes que les bénéfices, l'inconscient, il va enclencher la volonté de les transformer. Si quand vous regardez votre feuille, vous vous rendez compte de toutes les conséquences qui découlent de conserver cette croyance et que vous vous dites non mais c'est pas possible, je peux pas conserver cette croyance, c'est juste affreux, c'est horrible, ça va pas me rendre heureuse, et qui sont beaucoup plus
difficile que les bénéfices, il va y avoir un truc qui va s'activer dans votre inconscient. Il va y avoir une vraie prise de conscience profonde et ça va pas juste partir d'un espace de volonté parce que ça va vous générer une émotion, ça va vous générer un ressenti. Et en partant de cet espace-là, vous pourrez écrire une nouvelle croyance qui sonne vraiment juste pour vous, qui est connectée à quelque chose d'émotionnel pour vous, qui va vous toucher et venir activer cette nouvelle croyance à l'intérieur de vous tous les jours. Et ça fonctionne. Ça demande de l'engagement, mais ça fonctionne. Il y a deux autres clés aussi dont je voulais vous parler pour terminer sur cette partie sur les croyances, que j'aborde aussi longuement dans la formation, c'est le pardon et la gratitude. Pourquoi ? Parce que le pardon, il permet de se libérer du ressentiment, de la colère et des jugements qu'on a pu avoir envers les autres et envers nous-mêmes, et de plus alimenter le blabla mental où on se raconte les histoires. Et ça, en fait, ça vient aussi activer nos croyances. C'est-à-dire que si on a encore de la rancœur envers quelqu'un, un ancien partenaire, on va répéter cette histoire à l'intérieur de nous et donc on va venir renforcer la croyance et l'amplifier, la répéter. Ou même envers nous. Si on se dit non mais de toute façon, t'es pas capable de rien, à chaque fois que tu te lances dans quelque chose, tu lâches l'affaire, t'es vraiment nul, de toute façon, t'es pas capable d'aller au bout de quelque chose. Pareil, c'est parce qu'en fait, il y a une forme de colère envers nous. Et donc, on vient répéter la croyance à l'intérieur de nous et on la renforce, on la renforce, on la renforce. Et ça, c'est terrible. Donc, le processus de pardon, il vient vraiment aider à transformer ces croyances à l'intérieur de soi. Et la deuxième chose, c'est la gratitude. Pourquoi la gratitude ? Parce qu'elle permet d'amplifier la sensation de bien-être, ça c'est un peu logique, et de voir la vie comme une alliée plutôt qu'une ennemie qui nous vaut du mal. Donc pareil, si on se dit, ok, par exemple j'ai eu un conflit avec un ami qui m'a rejeté, j'ai pas compris et c'est dur, et donc du coup j'ai intégré la croyance que je suis pas une personne qui mérite l'amour, que je suis une personne... et puis il a pu me reprocher des choses aussi, donc peut-être que j'ai intégré aussi tout ça dans mon système de croyance, que j'étais quelqu'un qui essayait de manipuler ou qui était malveillante, etc. Bah, si je change en fait ma façon de voir cette expérience et que je dis ok, je prends ce qui m'appartient, je prends en charge ma responsabilité de ce qui m'appartient dans ce qui s'est passé. Ça c'est encore tout sur notre chapitre sur la responsabilité, mais je prends ma responsabilité dans le processus, je lui rends ce qui m'appartient pas, ou là où je sais que c'est ses propres projections et qui parlent de lui, qui parlent pas de moi. Donc ça déjà, ça demande un petit travail. Et ensuite, je viens remercier cette expérience. Je remercie cette expérience parce qu'elle m'a montré mes ombres, elle m'a montré ce que j'avais encore à travailler en moi, elle m'a montré peut-être quelque chose qui n'était pas aligné pour moi, elle m'a montré euh, tout ce qui s'était passé dans cette relation en miroir. Et donc si je remercie avec un espace mais de profonde gratitude, la croyance que je suis quelqu'un de mauvais qui peut se faire rejeter à n'importe quel moment, elle se transforme et elle disparaît. Parce que je sais que c'est pas ça la réalité. C'est clair pour vous ? Ça fait sens ? Parce que ça, vraiment, du coup, nos ressentis se transforment et donc notre réalité, elle va se transformer et nos croyances aussi. Tout est imbriqué. Mes croyances, elles vont influencer mes émotions, elles vont influencer ma réalité, mes réalités, elles influencent mes croyances. C'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Donc, c'est pas pour rien que si on intègre ce pardon et cette gratitude dans le processus, ça vient aussi nous aider à transformer notre système de croyances. Et c'est hyper puissant. En tout cas, je vous inviterai à expérimenter et vous verrez ce qui peut se passer dans votre réalité. La troisième chose dont je veux vous parler, c'est notre psychologie et nos réactions. Donc ça, c'est pareil, c'est un sujet qui me passionne. Euh, et, euh, et, 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 et,
Je m'hydrate parce que je parle beaucoup. Euh, Ça aussi, c'est un sujet qui me passionne et qui demande beaucoup de travail et d'observation. Euh, Si une action, elle n'est pas paisible, si n'importe quelle action n'est pas paisible, pardon, elle part d'un espace de peur. Et elle est souvent guidée elle-même par une blessure. C'est ce dont je vous parlais avec les ombres tout à l'heure. Donc, on peut que agir en conscience ou réagir inconsciemment à une situation. On n'a que ces deux choix-là. Soit on est conscient de nos ombres, on est conscient de nos blessures, on voit comment on va réagir et on agit en conscience en faisant le choix d'agir de cette façon. Ou alors, on va réagir inconsciemment à une situation et on va même pas se rendre compte qu'on réagit comme ça parce que ça vient d'un espace blessé, incontrôlable. Donc avec la loi de cause à effet qu'on verra demain pour notre 3e jour, notre réaction, elle va créer un effet qui va en plus se répercuter. Donc c'est vraiment comme un effet boule de neige ou ricochet. C'est qu'on va réagir à quelque chose, donc la personne en face, elle va réagir et nous, on va surréagir et ça va créer une espèce d'escalade. Euh, et la plupart des conflits et des tensions, ça part de cet espace-là parce que on réagit et on va pas agir consciemment. Et en plus, cette réaction inconsciente, elle va aussi venir valider une de nos croyances qui va faire que s'amplifier dans notre psyché. Donc c'est un cercle vicieux. Si j'ai une réaction émotionnelle et je balance ma colère sur l'autre, qui forcément va mal réagir et va se mettre en colère sur moi et va m'envoyer paître, j'ai des expressions un peu vieille France, euh, il va forcément m'attaquer. Et peut-être que j'ai la croyance que quand j'exprime mon opinion, on m'attaque. Et ben forcément, ça va renforcer ma croyance. Mais c'est parce que j'ai pas été capable de m'exprimer d'un espace paisible et que j'étais en réaction. Donc forcément, ça va générer une réaction en chaîne. Donc c'est important en fait de prendre conscience de nos blessures, de nos névroses et de nos réactions parce que ça nous permet de plus être soumis à notre corps émotionnel. Il y a vraiment, quand on n'a pas conscience de tout ça, on est esclave de notre corps émotionnel. On n'est vraiment pas capable de faire différemment parce qu'on n'a pas vu cet espace à l'intérieur de nous. Donc ça nous permet de reprendre notre responsabilité, ça c'est ce qu'on verra un peu le jour 4, et de plus voir le monde extérieur comme un bourreau qui nous veut du mal. Parce que, bah, on voit en fait pourquoi on réagit comme ça, qu'est-ce que ça vient toucher chez nous, et on arrête de voir les autres comme des méchants constamment. Et ça alimente l'état de victime dans lequel la majorité de la population est encore aujourd'hui. Mm. Donc notre corps émotionnel, il est vraiment à la racine de tous nos maux, de ce qui se crée dans notre vie. Et être capable de l'écouter, de le comprendre, de l'apaiser, ça nous permet de vivre une vie plus sereine et alignée avec nos aspirations. La maîtrise émotionnelle, c'est vraiment un pilier fondamental de la manifestation. On ne peut pas manifester une vie alignée si on est constamment ballotté par nos émotions. Si on est tout le temps en train de se mettre en colère, si on est tout le temps en train de se sentir victime, si on est triste, si on se sent rejeté, incompris, c'est pas possible. On peut pas rester aligné et centré dans un espace de justesse si on a tout le temps notre corps émotionnel comme ça qui entre en ping-pong avec l'extérieur. Impossible. Donc là, j'ai voulu vous faire un condensé, mais alors vraiment condensé. Parce que ça, c'est pareil, c'est un module qui prend des heures. Mais les 5 névroses fondamentales, moi je les ai un peu renommées, mais c'est ce que j'ai appris entre autres avec Thierry Janssen à l'école de la posture juste. Euh, c'est qu'on a 5 névroses fondamentales à l'intérieur de nous et on les a toutes, on les possède toutes. On a le fuyant à l'intérieur de nous, on a le dépendant, le rebelle soumis, le contrôlant et le rigide. Sachant que le rebelle soumis et le contrôlant, ils sont là pour venir nourrir le dépendant,
pour une espèce d'alliance avec le dépendant. Parce que le dépendant, il a besoin de l'extérieur, en tout cas dans son système de croyance, pour pouvoir survivre. Le fuyant, c'est celui qui se déconnecte. C'est celui qui est tellement sensible à tout ce qui se passe et qui a tellement peur de s'incarner, d'être dans la matière, que du coup, il va préférer ne pas se mettre dans la matière. Il va fuir à travers les réseaux sociaux, à travers les drogues, à travers la spiritualité parfois aussi. Et il y a comme une désincarnation comme ça, donc il y a pas de... Il n'est pas vraiment dans la vie et il y a aussi une déresponsabilisation, c'est-à-dire non mais moi je suis pas là, je suis au-dessus de ça, tout ça ça me concerne pas, je veux pas voir. Voilà, donc ça c'est cette part de nous qui fuit, qui est dans le déni, qui... On voit aujourd'hui notre société est très fuyante parce que avec tout ce qu'on expérimente, les adolescents, les enfants sont déjà très tôt sur les réseaux sociaux, derrière des écrans. Et ils ont déjà très tôt cette capacité à s'extraire du monde et à se mettre dans leur bulle. Et ça, c'est terrible parce que ensuite, ça crée une véritable insécurité face au monde. Parce que on n'apprend pas en fait à se mettre dans la matière, à se responsabiliser et à être vraiment incarné. Le dépendant, c'est la part de nous du coup qui a oublié qu'il avait des ressources à l'intérieur de lui et qui a la croyance qu'il a besoin tout le temps de l'extérieur pour être nourri. C'est cette idée que quand on est né, on avait besoin du sein de maman pour pouvoir survivre. Mais le problème, c'est que quand on grandit, on devrait savoir qu'on n'a plus forcément besoin de l'extérieur et qu'on peut apprendre à se nourrir par soi-même, qu'on a des ressources et qu'on est capable de se donner ce dont on a besoin sans avoir tout le temps besoin de l'extérieur. C'est ce trait de caractère, c'est cette névrose qui crée l'attachement jusqu'à la dépendance affective, parfois très très forte. Et c'est aussi ce trait de caractère qui crée toutes nos addictions, que ce soit à la nourriture, que ce soit à la consommation, à la surconsommation, acheter compulsivement des choses, euh, la dépendance au travail. En fait, c'est un espace qu'on ne sent pas plein, qu'on a l'impression qu'il est vide et qu'on a tout le temps besoin de combler avec l'extérieur, donc avec des relations amoureuses, avec de la sexualité, avec de la nourriture, avec de la cigarette, avec et ça, je vous rassure, on a tous en nous cette part dépendante, mais c'est vraiment celle qui demande à être réalignée euh, parce que c'est un puissant fond et ça peut être très très problématique. Euh, le rebelle soumis, c'est la partie de nous qui s'est développée, qui en fait a dû inhiber ses besoins et ses ressentis pour pouvoir continuer à recevoir de l'amour, pour pouvoir continuer à nourrir le dépendant. Et du coup, qui s'est mis à dire oui, à ignorer ce dont il avait besoin, à plus trop être à l'écoute de lui. Mais en même temps, ça lui génère tellement de colère intérieurement qu'il y a comme un côté rebelle à l'extérieur où il va refuser l'autorité, il va vouloir tout envoyer paître, il va pas avoir envie de se discipliner, il va pas avoir envie de s'engager parce que il y a une part en lui qui a besoin d'un peu sortir cette colère-là. Donc, ce trait de caractère-là, chez nous, c'est vraiment j'inhibe mes besoins, j'inhibe mes ressentis, mais en même temps, il y a une part de moi qui bouillonne et qui est vraiment très très en colère. Et celle-là, elle est très difficile à repérer parce que moi, je sais que j'en ai une qui est très planquée et on peut avoir eu tendance à inhiber notre colère aussi pendant tellement d'années qu'on n'a même plus conscience qu'on a de la colère. Donc je sais que moi, ça se manifeste souvent sous forme de tristesse où je me sens complètement démunie et désemparée, impuissante. Et en fait, en dessous, il y a de la colère. Et ça part de cet espace-là. Le contrôlant, lui aussi, il va chercher à nourrir le dépendant. Le contrôlant, c'est la part de nous qui a besoin de contrôler son environnement, contrôler les autres, avoir raison, qui va parfois avoir un côté assez dur, voire même un peu malveillant. Parfois, en fait, le contrôlant, il n'a pas le cœur ouvert sur l'autre. La seule chose qui l'intéresse, lui, c'est d'avoir raison et de nourrir ses propres intérêts parce qu'en fait, il y a une grande insécurité derrière. Donc cette partie-là, c'est souvent celle qui crée les conflits et les disputes dans nos relations et qui crée beaucoup de tensions.
Et la cinquième, c'est la part rigide dont je vous parlais tout à l'heure. C'est cette part-là qui pense savoir ce qui est bon ou pas bon. C'est ce qui s'est développé au moment où on a coupé notre spontanéité quand on était enfant. Euh, et qui du coup a sa vision de ce qui doit être. Ce qui est bien, ce qui est pas bien. Tous les je dois, il faut, je devrais, ça doit être comme ça, etc., etc. C'est notre part rigide. Et donc ça vient nous mettre en fait dans des schémas où on va s'obliger des choses. Donc du coup, c'est le rebelle soumis derrière qui va être au bout de sa vie. Parce que le rigide va lui imposer des choses, parce il faut être accepté, il faut être aimé, il faut que ce soit comme ça, hop, hop, hop. C'est notre juge intérieur qui va décider comment ça doit se câbler. Donc là, je vous ai vraiment fait un raccourci, très raccourci. Normalement, voilà, je développe comment elles sont créées, comment ça se développe dans tous les espaces de notre vie. Mais là, vous le voyez en accéléré. Et en fait, toutes ces névroses, elles prennent racine depuis notre incarnation jusqu'à notre adolescence. C'est des choses qui se mettent en place quand on est, et puis quand on grandit, et ensuite ça se renforce parce que c'est comme une croyance, plus on reste dans un système de fonctionnement et plus on va continuer à l'alimenter. Et donc du coup, ces cinq archétypes, ils dirigent notre corps émotionnel et la façon dont on réagit face au monde. On peut observer toutes nos réactions, il y a toujours ces névroses qui sont derrière. Moi, je les vois maintenant chez moi et chez les autres, c'est passionnant de voir à quel point tout est là, tout est synthétisé ici. Et, hum, et ça fait vraiment du bien de les voir déjà chez soi, parce qu'à nouveau, on peut voir avec beaucoup d'amour et d'humour ces parts-là à l'intérieur de nous, de les accueillir plutôt que de les rejeter, parce que ça peut être nos ombres aussi, hein, ces parts-là qu'on ne veut pas voir. Et en même temps, ça me permet d'accueillir les autres aussi avec beaucoup plus d'amour, parce que je vois qu'ils portent les mêmes blessures que la plupart des autres êtres vivants. Donc du coup, mieux nous connaître, ça nous permet de mieux nous maîtriser, comme je disais avant, la maîtrise émotionnelle qui est hyper importante, et de reprendre notre pouvoir personnel, de plus être en mode téléguidé. J'ai mon enseignant chamanique qui me fait rire à chaque fois, il dit on est des guignols téléguidés par notre système inconscient et par la matrice. Et c'est exactement ça. Tant qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous et dans l'inconscient collectif, on peut pas sortir de la maya, on peut pas sortir de l'illusion. C'est normal qu'on continue à être des pantins et à nourrir ce système. Donc du coup, des questions à se poser pour initier un peu le travail. Comme je vous dis, c'est vraiment la surface de l'iceberg, mais ça peut vous aider. Euh, donc les premières questions que vous pouvez vous poser pour identifier le fuyant, c'est quand se manifeste la part de moi qui préfère fuir, se désengager, se couper des besoins du monde matériel. Donc vous pouvez observer les espaces où cette part-là, elle se manifeste. Dans quelles actions, dans quel domaine de votre vie, euh, dans quelle situation. Voilà, donc de toute façon, vous aurez du temps. Moi, je vous inviterai à la noter les questions. Si vous regardez en replay, vous pouvez mettre sur pause et prenez le temps de vous poser ces questions. La deuxième, ce serait quand se manifeste la part de moi qui est dépendante des autres, de certaines consommations et qui compense régulièrement. Comment ça se manifeste, cette part-là? Il y en a forcément. Ça vous aide à repérer ces archétypes à l'intérieur de vous, à repérer ces névroses, à repérer du coup aussi vos ombres, parce que tout ça, ça en fait partie. La troisième, c'est quand se manifeste la part de moi qui n'ose pas exprimer ses besoins ou qui se rebelle contre l'autorité par principe. La quatrième, ce serait
quand se manifeste la part de moi qui essaye de contrôler, de séduire ou manipuler les autres pour se rassurer. Ça demande beaucoup d'humilité. Moi, le jour où j'ai découvert, parce que là, je vous les ai renommés avec des petits noms sympathiques, hein, le contrôlant, mais dans la posture juste, c'est la psychopathie, cette névrose-là. Et le jour où j'ai découvert ma psychopathe intérieure, ça a été un grand moment. Je me suis rendu compte que j'en avais vraiment beaucoup, mais, mais maintenant j'ai beaucoup d'amour pour cette part de moi, parce que c'est aussi celle qui me permet de vous parler maintenant et de faire cette formation. Et la cinquième question à se poser, c'est quand se manifeste la part de moi qui estime savoir ce qui est bon ou pas, qui cherche un idéal de perfection. T'inquiète Marion, on est tous des psychopathes, à certains degrés. Voilà, donc ça c'est vraiment des questions qui peuvent vous aider à repérer toutes ces parts à l'intérieur de vous et à nouveau pour mieux vous connaître, pour mieux les repérer, pour pas les laisser prendre le dessus dans vos réactions, pour être beaucoup plus conscient de la façon dont vous mettez en place euh, vos actions. Et enfin, pour clôturer cette soirée ensemble, je vais vous inviter à observer votre quotidien. Et là, je vous ai mis les 12 domaines de vie. Donc, vous pouvez noter ces 12 domaines de vie. Vous avez relations amoureuses. Vous avez tout ce qui est de l'ordre de vos amitiés, vos aventures, la découverte, les voyages, tout ce qui est de l'ordre de cet espace-là. Ensuite, vous avez environnement, lieu de vie, là où vous vivez, votre écosystème. Santé et forme. Donc là, c'est votre santé, c'est votre bien-être physique, etc. La vie intellectuelle. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, la stimulation intellectuelle, la compréhension du monde, etc. Ensuite, les compétences. Compétences, connaissances. Votre spiritualité, qui est propre à vous. Il y a un micro qui a été désactivé. Votre carrière. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec votre épanouissement professionnel. Votre créativité. Si vous passez du temps à être créatif, à faire des choses, à imaginer des choses, etc. Votre vie de famille, même si vous n'avez pas d'enfant, hein, ça peut être votre vie de famille au global. Et votre vie en communauté, votre tribu, votre réseau. Donc là, moi, je vais vous laisser 2 minutes pour noter, sans trop réfléchir à nouveau. Laissez vraiment venir ce qui vient. Mettez une note de 1 à 10 sur chacun des domaines de votre vie, en face. Voilà, prenez 1 ou 2 minutes pour faire ça. Donc sans trop réfléchir, vous mettez une note de 1 à 10. Ah, notez dans quel sens? Vous mettez 1 si vous trouvez que c'est satisfaisant, que vous êtes satisfait dans ce domaine-là. Et donc 1, c'est pour très peu satisfait et 10, c'est très satisfait. C'est vrai que je n'avais pas précisé. Merci Maëlle.
C'est plus clair? Ah, super. Voilà, donc 1 pour très peu satisfaisant et 10 pour très satisfaisant. La différence entre amitié et vie en communauté, amitié, c'est vraiment la façon dont vous nourrissez, maintenez et tissez vos relations amicales, alors que la vie en communauté, c'est plus le réseau, les connaissances, le fait de vous sentir appartenir à une tribu de gens qui sont comme vous, qui ont un peu le même niveau de conscience, etc., etc. Voilà, c'est différent. Voilà, donc normalement vous avez eu le temps à peu près de mettre des notes. Moi, je vous laisserai terminer après si vous n'avez pas eu le temps, parce qu'on va pouvoir clôturer sur cette dernière slide. Euh, donc du coup, par rapport à tout ce que vous avez noté, par rapport à ces chiffres, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui n'est plus aligné dans chacune des catégories de votre vie? Par exemple, si vous avez noté 4 sur santé et bien-être, qu'est-ce qui n'est pas aligné dans cette catégorie qui fait que vous avez mis cette note? Et même si vous avez mis une note élevée, par exemple 8 ou 9, peut-être qu'il y a même encore quelque chose qui n'est pas à 100% aligné. Peut-être que moi, par exemple, dans la vie amoureuse, je mettrais 8, 8, 9. euh, Parce que ça se passe assez bien, mais je pense que je pourrais encore améliorer des choses. Et du coup, qu'est-ce qui est plus aligné? Bah, ça pourrait être, bah, en exemple, je vous disais tout à l'heure, mon côté un peu jaloux, même si c'est pas ça du tout qui empiète sur notre vie ou qui est particulièrement gênant, mais ça pourrait être quelque chose que je pourrais encore améliorer. Donc, qu'est-ce qui est plus aligné dans chacun de ces domaines de votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment laisser derrière vous dans chacun de ces domaines? Donc si vous avez mis des notes basses, ça va être plus facile. Et si vous avez mis des notes plus hautes, ça peut être plus subtil, mais ça peut être intéressant quand même. La roue de la vie, oui peut-être. En tout cas, il y a des concepts, je pense, qui se rejoignent. Ensuite, vous pouvez vous demander, donc ça va vous demander plus de temps, hein, vous n'allez pas pouvoir faire ça en 2 minutes, mais à quoi ressemblerait ma réalité dans chacun des 12 domaines si j'étais à 10 sur tous? Donc en fait, la question d'avant, vous notez tout ce que vous voulez laisser derrière sur chacun des domaines, ce qui vous convient plus. Et la deuxième question, c'est si vous aviez 10 dans tous les domaines de votre vie, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Par exemple, euh, santé et bien-être, je suis en pleine santé, j'ai une super vitalité, j'ai un poids idéal et je me sens bien dans ma peau, par exemple. Donc ça, je vous inviterais vraiment à le faire parce que cette question, elle vous aide aussi à créer votre vision. Ça, on en parlera dans le 5e jour et j'en parle beaucoup aussi dans la formation parce que la vision, c'est à la base du processus de manifestation. Mais cette question-là, elle vous aide à vous aiguiller sur la vision que vous avez envie de créer. Et une fois que vous aurez répondu à tout ça, que vous aurez répondu à ces questions, ce serait intéressant de vous demander, est-ce que j'ai envie de m'engager pleinement envers ces transformations? De voir s'il y a encore des résistances. Et du coup, de voir les ombres, de voir les croyances. Et puis, qu'est-ce que je pourrais mettre en place dès maintenant pour modifier certaines situations? Basé sur tout ce que vous avez écrit, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour qu'il y ait quelque chose qui change?
le tout premier petit pas, quelque chose de concret, de court terme et de réalisable. Parce que c'est vous les magiciens de votre réalité et vous pouvez d'ores et déjà, dès maintenant, rien qu'avec tout ce qu'on a vu ce soir et avec les questions que vous venez de vous poser, vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Voilà, donc je vous inviterai vraiment à prendre le temps, si vous n'avez pas eu le temps de vous poser toutes les questions, de mettre les notes, de répondre. Il y a vraiment un super travail de fond là que vous pouvez faire avec tout ce qu'on a vu ce soir. Euh, J'espère que ça vous aura inspiré. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez les poser éventuellement sous le replay sur YouTube. Je pourrais y répondre aussi. Ouais, ça fait beaucoup de boulot, hein. Bah, imaginez, là on a fait 1 heure et demie, imaginez ma formation qui est sur 16 semaines. C'est sûr qu'il y a du boulot et en même temps c'est ça qui est beau, c'est que ça nous demande un engagement important. Si on a envie de se créer quelque chose de fort, ça peut pas se faire en 2 secondes en un claquement de doigts. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Moi j'ai hâte de voir tout ce que ça va se créer. N'hésitez pas à me partager, hein, même si vous avez des prises de conscience. Voilà, si c'est sur les réseaux, vous pouvez m'identifier comme ça, je verrai vos petits messages ou alors à m'écrire. Enfin, moi, j'aime toujours voir un peu comment ça va bouger derrière. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous partager tout ça. Et demain, on va aller à la rencontre des lois universelles. Donc ça aussi, c'est un sujet qui me passionne, que j'ai aussi mis dans la formation, de comprendre c'est quoi les grandes lois qui régissent notre univers, des lois auxquelles euh, on n'est tous pas soumis, mais on est tous régis. Et ça va aussi vous aider à comprendre et à aligner votre vie avec ce que vous avez envie de créer. Donc voilà, bonne intégration de tout ça. Passez une belle soirée ou une belle journée si vous regardez le replay. Et puis je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Je vous embrasse. Bonne soirée, bonne journée tout le monde.